grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chennibiru. Halud Mauni. Chennibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes lundi 31 août 2015. Bienvenue à cette émission. Merci de nous recevoir chez vous. Le grand dialogue réfléchit aujourd'hui sur la situation à Anéfis. La plateforme compte donc quitter la ville d'Anéfis, mais qui va donc pouvoir assurer la sécurité dans la ville? Est-ce que Anéfis va ressembler à Ménaka, où l'armée malienne assure désormais la sécurité? La question sera donc au cœur de notre émission d'aujourd'hui, avec comme invité Boubacar Bokoum, analyste politique, Siaka Tchebile Doumbia, il est politologue également. Nous aurons en ligne, si tout va bien, Serge Daniel, journaliste, écrivain. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, nous direz est à la technique. Studio Tamani. Situation donc confuse à Anéfis. Ce week-end, la plateforme a finalement annoncé son retrait de la ville après avoir refusé dans un premier temps. Depuis, le groupe d'autodéfense est toujours sur place. Il a délégué ce matin des représentants pour expliquer à la population et à ses combattants les raisons du retrait. Des observateurs indiquent donc que les forces du Gatia et celles de la coordination des mouvements armés de l'Azawad se font face à quelques kilomètres seulement. Selon les habitants de la région, le climat est lourd, donc tendu. Certains d'entre eux favorables à la SEMA auraient quitté la ville pour se réfugier donc dans les environs. Les autres qui soutiennent la plateforme et ont réaffirmé leur souhait du maintien donc du Gatia dans la ville. Les deux mouvements ont-ils commencé une instrumentalisation de la population? La question, je la pose d'abord à Serge Daniel. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Alors, est-ce que les deux mouvements ont donc entamé une instrumentalisation des populations? Oui, là, ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est que l'impression qu'on a, c'est que l'effet du président de la République sur les groupes du Gatia a peut-être disparu, ne fait en tout cas diminuer. Parce que lorsqu'ils ont rencontré le président leur a demandé de quitter Anéfis, ils ont dit oui. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont même pas, c'est-à-dire que les responsables du Gatia ne sont même pas allés à Anéfis. Ils ont été transportés à Gao par la mission de l'ONU, qui a voulu les conduire à Anéfis. Ils ont dit non, on reste à Anéfis, on reste à Gao. Et ce qui se passe à Gao, c'est très important avant de venir sur Anéfis, c'est qu'ils sont en train de rencontrer les jeunes, ils sont en train de rencontrer les femmes, ils sont en train de rencontrer les chefs de guerre, et que ce qui se dégage aujourd'hui, c'est nous ne partirons pas sans condition de Anéfis. Donc il y a quand même une situation de blocage. Ensuite, maintenant, sur le terrain à Anéfis, effectivement, la situation, d'après mes informations, est tendue. Vous avez d'un côté les troupes de la SEMA, mais de l'autre, les troupes, évidemment, du Gatia. Mais ce qu'il faut préciser, c'est que les troupes, d'après mes informations, ne se font pas face à face, c'est-à-dire ne sont pas à 5 mètres distants l'un de l'autre, comme on a dit, mais que la situation est plutôt à nouveau, disons-le, bloquée. Le mot peut être fort, mais pour le moment, ce qui est évident, l'optimisme qui avait prévalu, par exemple, après la rencontre avec le président de la République, cet optimisme est en train de s'émoucher. Le Gatia pose des conditions. On parle même de prochaines marches de les partisans des habitants, une partie des habitants de Gao, pour dire non, ne partez pas. Donc la situation pour le moment est plutôt, à mon avis, bloquée et fragile sur le terrain. Merci beaucoup Serge pour ces précisions. Alors Boubacar Bokoum, vous êtes analyste politique. Dites-nous aujourd'hui si à ce rythme, la médiation va pouvoir éviter un nouveau combat. Bonsoir. Je pense que c'est possible effectivement qu'on évite un nouveau combat. Aujourd'hui, il est important de rappeler le communiqué du gouvernement de l'époque qui avait tiré la sonnette d'alarme pour demander à la MINUSMA de faire énormément attention pour qu'on ne retombe pas dans cette situation. Parce que quand vous observez aujourd'hui, la situation que nous vivons est en grande partie due au comportement de la MINUSMA sur le terrain. Parce que quand vous dites aujourd'hui quitter Anéfis sans condition, mais sans condition, ça veut dire quoi?
Est-ce que ça veut dire que la SEMA s'installe confortablement et fait ce qu'elle veut, et la plateforme, vous, parce que vous êtes prétendu être pro-gouvernementaux, vous est-ce devez que quitter? si la MINUSMA n'avait pas intervenu, il n'y aurait pas eu un carnage? Non, le problème, ce n'est pas que la MINUSMA intervienne ou pas, mais comment elle le fait. Parce Comment que, devait-elle intervenir alors? non, aujourd'hui, que la MINUSMA dise à Gacha de quitter, on est d'accord. Aucun mouvement, aucune milice ne doit occuper une partie du territoire malien. Cela est clair. Il s'agit à ce que l'armée malienne s'installe conformément à l'accord de paix et ce qui est convenu entre la MINUSMA et le Mali. Il s'agit de cela. Si l'armée était aujourd'hui à Anefis, le problème qui s'est posé n'allait pas se poser. Maintenant, s'il y a un couac entre les deux mouvements rivaux, il est important que la MINUSMA se positionne par rapport à l'État malien. Au lieu de dire à Gacha ou à la SEMA, quitter les lieux, ben, ce qui m'étonne, c'est qu'on parle de Gacha, mais on parle très peu de la SEMA. Mais la SEMA, elle est où? Est-ce qu'elle est à Anefis? Est-ce qu'elle est quelque part? Mais il faut que la MINUSMA puisse définir cet environnement et nous dire exactement quel est l'apport qu'ils apportent pour le Mali, en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors aujourd'hui, la SEMA estime que la ville ne doit être remise ni à la MINUSMA, ni à l'armée malienne, encore moins rester dans les mains du Gatia. Alors aujourd'hui, quel compromis est-ce que la médiation va devoir trouver pour gérer la sécurité à Nefis, Siaka? Ok, merci beaucoup. Bonsoir à vous, bonsoir à tous les auditeurs. Moi, je souhaiterais quand même rebondir un tout petit peu sur ce qui vient d'être dit tout à l'heure par Bokoum. Quand vous prenez la mission des Nations Unies au Mali, le fondement légal de cette mission, c'est la résolution 2227. Et cette résolution 2227 dit clairement qu'il y a du devoir des autorités maliennes, de l'armée malienne, de protéger les civils et les femmes. C'est ce que dit la résolution. Aujourd'hui, comme l'a dit Bokoum, si à Anifis, un groupe armé s'empare d'une ville, ce n'est pas tout à fait acceptable. Mais en revanche, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce groupe armé puisse abandonner la ville? C'est qu'il faut faire de telle sorte qu'il puisse revenir aux autorités maliennes d'assurer la sécurité de la population civile. Vous avez parlé d'un terme que j'ai toujours eu à éviter ici, c'est l'instrumentalisation de la population dans cette partie de notre territoire. Et c'est ce qui est très dangereux. Il faut faire le nécessaire pour l'éviter. Et la seule façon de l'éviter, c'est de faire de telle sorte que l'autorité puisse redevenir à l'État, que l'État puisse prendre en main sa responsabilité. Alors, à la question maintenant de savoir quel compromis la médiation peut maintenant avoir pour essayer de trouver une solution à ce problème. Mais moi, je trouve que quand nous essayons d'aller un peu en arrière, voir quelles ont été les pressions qui ont poussé ces groupes à signer l'accord, je pense qu'avec les mêmes pressions, si la communauté internationale, si la médiation sont de bonne volonté, nous pouvons également éviter toute une crise et l'accord de paix peut être encore sauvé. Je ne vois pas encore de danger. Alors aujourd'hui, l'opinion nationale estime que la MINUSMA n'a pas bien agi donc, dans cette affaire. Serge, quelle est votre analyse de cette situation? Alors, j'ai entendu tout à l'heure un intervenant parlant de résolution. On ne va pas faire de polémique là-dessus, mais vous savez que le Mali est sous le chapitre 7. Le chapitre 7 dit également que la MINUSMA a le devoir de protéger les populations. Le problème de cette mission de paix est qu'elle n'est pas du tout adaptée au contexte malien. Ça a été toujours ma position dès le départ. Ce n'est pas une forme d'interposition qu'il fallait seulement. Il faut, je reste persuadé, une force pour pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme, contre le narcotrafic dans le nord du Mali, parce que ce qu'on a aujourd'hui sur le terrain, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. On se bat également à Nefis pour pouvoir contrôler les territoires. On se bat également à Nefis parce que il y a des rapports entre les tribus qui n'ont pas été beaucoup analysés, pris en compte dans les accords d'Alger. On a les limites de l'accord d'Alger. On se bat aujourd'hui à Nefis. Comme l'a dit Madame Essori Maïga, qui est députée de Kidal, de Tessalit plutôt, elle a dit récemment, nos frères de Kidal, nos frères du Nord sont au bord de la guerre civile. On est au bord de la guerre civile. Les prémices de la guerre civile existent. Alors, la mission de l'ONU ne peut pas elle-même protéger ses propres travailleurs. Vous avez vu ce qui s'est passé à Sévaré. Je me suis rendu là-bas lorsque des sous-traitants de la MINUSMA ont été attaqués. C'était 4 terroristes qui attaquent les sous-traitants de la MINUSMA.
Ce n'est pas une mission qui est adaptée à la situation dans le nord du Mali. Et tant qu'à mon avis, on ne lui donnera pas un autre mandat, on ne s'en sortira pas, on fera du surplace, on y aura des mesures cosmétiques, hein, mais la vraie thérapie ne sera jamais abordée. La mission de l'ONU n'a pas les moyens de sa politique, et ce qu'elle fait actuellement, c'est la politique de ses moyens. Alors aujourd'hui encore, Serge Daniel, vous évoquez la question tribale. Est-ce que la MINUSMA peut s'engager sur ce terrain-là, sachant que la question tribale est une question très sensible au Mali? C'est une question sensible, ça fait partie des questions qu'il faut régler. Mais quand vous discutez avec les spécialistes, la question est simple. C'est que quand on parle de Touareg, les Touaregs ont la même langue, ils ont la même langue, le même alphabet, ok. Mais la culture est globalement la même, mais en même temps, vous avez des différences. Quand vous prenez les tribus, les Irmrad, qui constituent le gros lot du Gatia, sont les plus nombreux. Tribu par tribu, c'est la tribu la plus nombreuse, où on a le plus de Touaregs. Si le principe de one man, one vote les avantages. Et ils se disent quoi? Ce qui se passe à Memphis, c'est aussi la guerre du cantonnement, parce que vous savez que, en principe, on doit commencer bientôt le DDR, c'est-à-dire la démobilisation, le désarmement et la réinsertion, et que là, le principal acte, le premier acte, c'est de cantonner les troupes où elles sont. Alors là, quelque part, les gens du Gatia se disent, mais nous sommes également de Kidal. Mais voilà que nous ne sommes pas représentés à Kidal, et en venant à Memphis, nous grignotons un peu le terrain, nous nous rapprochons de nos terres communes, est-ce que vous voyez? Donc il y a un problème tribal à la base que l'accord d'Alger n'a pas pris beaucoup en compte, n'a pas pu régler. C'est vrai qu'on a invité la société civile à Alger, etc., mais c'est plus pour la photo que sur les discussions de fond. Et je le répète parce que vous me posez la question par rapport à la MINUSMA, elle ne peut pas résoudre ce problème. Elle a fait des efforts, vous avez vu, elle a fait du porte-à-porte récemment, elle finance quelques projets communautaires, il y a une réunion communautaire prochainement à Gao, comme vous savez, mais cela ne suffit pas. Il y a un problème de fond qu'il faut pouvoir régler. Récemment à Niamey, justement, ce problème devait être résolu parce que les différentes tribus étaient invitées, mais entre-temps, ça a pété sur le terrain à Memphis et on n'a pas pu tenir cette réunion de Niamey. Merci beaucoup, Serge Daniel. Alors, avant de vous faire réagir, Siaka, nous allons observer une courte pause et nous nous retrouverons. Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, c'est aussi notre site web www.studiotamani en un seul mot.org. Si vous souhaitez réagir à nos productions, vous pouvez le faire donc à notre adresse électronique contact au singulier @studiotamani.org. Alors, le grand dialogue réfléchit aujourd'hui sur la situation à Anéfis, dont la situation est encore confuse et nous voyons tout cela avec nos trois invités. Alors, la question tribale, Serge en a parlé tout à l'heure. Je voudrais aussi vous entendre là-dessus, Siaka. Mais d'abord, vous voulez réagir par rapport à ce que Serge disait tout à l'heure. Allez-y. Oui, j'aimerais dire que même si aujourd'hui nous revoyons, même si le Conseil de sécurité revoyait aujourd'hui la mission, la résolution en fonction de laquelle l'administration se trouve aujourd'hui être déployée au Mali, même si on revoyait cette révolution, donner encore plus de pouvoir à l'administration, je me dis que ça ne marchera pas parce qu'il y a une question avant tout de volonté. Serge Daniel a par exemple parlé que l'administration ne parvient même pas à protéger ses propres agents. Donc moi je me dis que on a beau revoir la mission de cette force, tant que la communauté internationale n'assume pas sa responsabilité, les autorités maliennes n'assument pas les responsabilités et qu'on passe à ce qu'on appelle la mise en œuvre de l'accord. Parce que la seule façon d'éviter aujourd'hui la guerre tribale, la guerre civile que vous avez parlé, c'est de faire de telle sorte que sur le terrain, il n'y ait aucun groupe armé qui détient les armes. Et tous les compromis peuvent venir à partir de là. Est-ce que d'ores et déjà, le gouvernement malien peut scruter cet horizon-là de la question tribale et comment peut-il gérer cette question tribale, Boubacar Bokoum? Merci. Je pense que le problème, il ne faut pas poser le problème sous cet angle. Le problème de tribu au Mali est très complexe et c'est une réalité qui est malienne. Donc, elle doit être résolue dans un contexte réellement malien parce que c'est un problème socio-culturel. Maintenant, le problème sécuritaire que nous avons,
En réalité, ce n'est pas par rapport au clivage des tribus. Aujourd'hui, il faut se poser la question. Les Nations Unies même, c'est quoi? Comme le disait De Gaulle, c'est le grand machin. Le machin qui est au service de qui? Des superpuissances. Donc aujourd'hui, la MINUSMA est au service des Nations Unies. Et notre colonisateur, c'est la France. Aujourd'hui, il est temps que les Maliens comprennent. Avec tous ces soubresauts, nous avons une lecture et nous avons compris que la MINUSMA, la résolution de la MINUSMA permet aujourd'hui à la MINUSMA de faire correctement le boulot. On n'a pas besoin de prendre d'autres résolutions. Les résolutions sont claires et ils ont le mandat d'accompagner le Mali avec l'armée malienne pour redéployer, accompagner le Mali dans tous les compartiments. Maintenant, il s'agit de se poser la question, le Mali en termes de réalisme politique, c'est de se poser la bonne question. Que veut la France? Et qu'est-ce que le Mali a à gagner avec ce que veut la France? Voilà en quels termes il faut poser réellement le problème. Il faut que le président du Mali aujourd'hui discute concrètement avec le président français pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire du Mali. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent des Maliens? Le territoire, est-ce qu'ils veulent le diviser? Est-ce qu'ils ont des intérêts géopolitiques que nous autres, nous ignorons? Qu'est-ce qu'ils veulent? Maintenant, il faut aller dans une négociation concrète pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Sinon, autrement, il n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui, les femmes étant absentes sur l'ensemble du territoire national, la SEMA qui se pavane comme elle veut, et le Gacha qui est tiré par les bretelles. Donc, aujourd'hui, le Gacha est obligé de céder dès lors que le Mali a plié. L'armée malienne aujourd'hui n'est pas présente en certains points parce qu'on nous l'interdit. Donc, ce n'est pas le Gacha qui peut passer outre. Donc, il est important aujourd'hui que le Mali se pose la bonne question. C'est de la géopolitique, c'est de dire qu'est-ce que veut la France. Et les Nations Unies aujourd'hui jouent pour les gens qui ont le droit de veto. De la SDN, on vient, le principe il n'a pas changé. Aujourd'hui, quand vous regardez, Saddam Hussein a été tué, comment il s'appelle, Kadhafi a été tué. Voilà, c'est des exemples concrets qui sont là parce qu'ils se sont érigés contre des intérêts des grandes puissances. Aujourd'hui, nous, en tant que Mali, est-ce que nous sommes dans la logique d'accompagner les grandes puissances ou est-ce que nous sommes contre les intérêts de la grande puissance? Voilà comment moi je vois le problème. D'accord. Alors, permettez-moi de clore définitivement cette question tribale avec vous, Serge Daniel. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut piocher dans les camps de la SEMA d'ores et déjà un général du camp des Ifogas pour compléter la haute hiérarchie militaire malienne, sachant que Nimgad est déjà dans cette architecture militaire? Enfin, je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire, mais ce que j'ai entendu tout de suite de la part de l'interlocuteur, je crois que c'est M. Boubacar. Oui, Boubacar Bokoum. Je m'en excuse, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Lorsqu'il parle de la MINUSMA en disant que la MINUSMA a les moyens actuellement de sa politique, c'est faux. C'est absolument faux. Est-ce que vous savez que dans la résolution, par exemple, la MINUSMA n'a pas le droit de tirer un seul coup de feu? C'est pas sa mission. C'est pas sa mission, elle est venue faire de l'interposition, elle est venue protéger, entre guillemets, les populations, mais elle n'a pas les moyens de sa politique. Dire que faut changer le mandat de la mission, c'est quelque chose, à mon avis, de fondamental. Si on ne change pas le mandat, elle ne pourra pas agir. Ça, c'est évident. Elle n'a pas assez d'avions comme ailleurs, hein, c'est pas possible. Donc, je ne partage pas du tout ce point de vue-là. La deuxième chose, c'est la question tribale. Si vous oubliez l'une des facettes de cette crise, que c'est un problème tribal, interrogé. Lorsque vous avez un député de l'Assemblée nationale qui dit nous sommes au bord de la guerre civile, c'est évident qu'il y a une question tribale là-dessus. Maintenant, est-ce que vous parlez d'un général de la CMA? Moi, je ne suis pas un expert et je ne sais pas comment il faut faire ça. On peut faire ça sans du tout, sans du tout déplaire aux uns aux autres. Mais je reste persuadé que s'il y avait une rencontre intercommunautaire entre ces communautés intercommunautaires, qu'ils pourraient trouver la solution parce qu'il y a des vassaux. Ça, c'est connu de tout le monde. Et qu'encore dans le nord du Mali aujourd'hui, certaines populations ont des rapports de vassal suzerain entre elles. Ça, c'est également connu. Et pour terminer rapidement, c'est que, effectivement, lorsque M. Boubacar parle des rapports de géopolitique, etc., ça c'est vrai parce que vous avez dans le nord du Mali, lorsque vous voyez des Chinois qui viennent, lorsque vous voyez
des gens qui viennent du Panama, etc. C'est pas pour les beaux yeux du Mali. Donc le nord du Mali est un enjeu, mais il appartient également au Mali d'avoir les moyens de sa politique. Mais n'a pas les moyens de sa politique, elle fait la politique de ses moyens actuellement. D'accord, merci beaucoup Serge. Alors nous venons donc de clore cette question tribale. Nous allons passer maintenant au rapport aujourd'hui entre le processus de paix et la situation à Anéfis. Est-ce qu'il faut aujourd'hui passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à la recomposition directement de l'armée malienne avec l'ensemble des protagonistes comme acteurs pour gérer définitivement cette crise, Siaka Teblendoumia? Moi, je crois que dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, il y a des processus, il y a des étapes qui ont été prévues et qui se situent très bien dans l'accord. Alors, est-ce qu'il faut passer à la vitesse supérieure pour recomposer l'armée nationale aujourd'hui pour que les éléments du Gacha, de la CEMA puissent y intégrer? Mais moi, je crois qu'il faut aller doucement analyser. Ceci étant, pour ce qui concerne le cantonnement, la résolution dont nous sommes en train de parler aujourd'hui dit clairement qu'il est demandé, il est exigé, je prends le terme, il est exigé aux groupes armés de déposer les armes. Alors il faut passer d'abord à ce stade-là. Il faut faire de telle sorte que les groupes armés puissent être cantonnés et par la suite on commence à réfléchir sur ceux qui peuvent être intégrés ou pas, parce qu'il ne faut pas oublier également que des crimes sérieux ont été commis dans cette partie du territoire. Voilà. D'accord. Alors, Boubacar Bokoum, faut-il passer à la vitesse supérieure aujourd'hui, à la recomposition pure et simple de l'armée malienne? Vous savez, je vais revenir un peu en arrière pour juste dire à Serge que je n'ai malheureusement pas dit... le temps avance. Hein. Oui, d'accord, mais juste pour que les auditeurs comprennent. Je ne dis pas que l'aménagement a les moyens, mais les textes aujourd'hui permettent à l'aménagement d'aller à ce que nous voulons. Par exemple, le DDR dont on parle tout de suite rapidement, c'est qu'il est prévu. Donc on peut y aller. Si on va dans cette logique très rapidement, ça veut dire qu'on peut cantonner. Mais il faut éviter maintenant d'aller à une fusion brusquée. Parce que quelqu'un qui est habitué à prendre les armes sans réellement être militaire ne peut pas tout de suite être intégré comme un militaire. Il y a des compartiments, je suis parfaitement d'accord, mais les axes sensibles qui relèvent réellement de la souveraineté de l'État, tels que la sécurité nationale, l'armée, il faut beaucoup faire attention pour ne pas mettre... parce que par le passé, on a vécu ça. Sous ATT, à l'époque, on l'avait même mis en garde de faire attention à la méthode de réintégration de la rébellion. Et c'est ce qui s'est retourné contre le Mali à un moment donné. On a confié des casernes à des tamasheks qui finalement ont retourné l'arme contre le Mali. Donc il faut faire attention. Alors aujourd'hui, Serge, la question que je viens de poser tout à l'heure aux deux intervenants, faut-il passer à la vitesse supérieure pour la mise en œuvre de l'accord? Ce serait difficile de passer à la vitesse supérieure parce que vous savez, le DDR, la démobilisation, le désarmement, la réinsertion, c'est tout un processus. Et si vous prenez, par exemple, en Côte d'Ivoire, si vous prenez au Libéria, j'ai vu ça également en Sierra Leone, c'est que lorsqu'il y a un processus, c'est-à-dire que la dernière arme est vraiment déposée lorsque vraiment le processus est enclenché totalement. Parce que les rebelles se disent ceci, c'est valable pour le Nord, c'est valable pour les autres pays, c'est que si nous déposons les armes, nous ne sommes plus rebelles et nous ne comptons plus. Et les autres se disent, il faut quand même qu'on les désarme. Donc, c'est le juste milieu qu'il faut trouver. Le problème du Nord, c'est qu'il ne faut pas commettre les erreurs qu'on a commises dans le passé. Lorsque vous expliquez à des interlocuteurs étrangers qu'il y a eu des accords qui ont été signés dans le nord du Mali et on a demandé à l'armée régulière de ne pas aller à des endroits de son territoire, c'est incroyable, c'est impensable. Une armée nationale qui n'a pas le droit, en vertu des accords signés, qui n'a pas le droit d'aller sur 1 centimètre carré de son territoire national n'est pas une armée. Donc ça a fait développer toutes sortes de trafics. Alors dans la réinsertion, dans le désarmement, vous ne pouvez pas réintégrer tout le monde. Vous avez ceux qui sont réintégrés au sein de l'armée, vous avez ceux qui vont rentrer dans la fonction publique, vous avez ceux qui vont bénéficier de projets de réinsertion. La chose la plus importante, à mon avis, c'est qu'il faut la confiance. Aujourd'hui, sur le terrain, lorsque vous discutez avec des militaires maliens, avec des responsables, ils vous disent non, on a déjà réintégré, on a fait la réintégration une fois, on a fait la réintégration 2 fois. Là, c'est la même chose, à la même chose, ils repartent toujours, ils prennent les armes, ils reviennent, et c'est difficile. Donc le principal problème du DDR, et j'en aurais terminé, c'est un problème de confiance d'abord. Si vous utilisez la force, vous allez échouer dans le DDR. Parce que dans le nord du Mali, je suis persuadé, je le dis, c'est une thèse que je défends, personne ne peut remporter une guerre. Que ce soit la rébellion, que ce soit l'armée malienne, vous ne pouvez pas
porter une guerre. Parce que nous avons une densité, nous avons le territoire est vaste, le nord du Mali, c'est quasiment deux fois la France. On ne peut pas avoir une armée partout dans le nord pour s'en sortir. Il faut forcément négocier, mais pas à n'importe quel prix. Oui, il faut enclencher le processus de désarmement, mais également, oui, il faut absolument que les différents acteurs aient confiance entre eux-mêmes. Là, entre l'armée et ceux qui vont rentrer dans l'armée, et surtout entre les différentes communautés, parce que vous savez actuellement, vous avez la SEMA, mais de l'autre côté, vous avez le Gakia. Quand j'entends dire que le Gakia n'est qu'une milice du gouvernement, je rigole. Je dis, la milice, c'est vrai qu'ils sont pro-gouvernementaux, mais le Gakia travaille d'abord pour une communauté, et si vous oubliez ça sur place, vous oubliez de régler le problème. Merci beaucoup Serge. Daniel, je rappelle que vous êtes journaliste et écrivain, et également spécialiste des questions terroristes. Alors, Siaka Tieblé Doumbia, aujourd'hui, cet accord, on peut dire qu'il est en danger. Comment aujourd'hui faire revenir la confiance entre les acteurs dont parlait tout à l'heure Serge? La confiance peut toujours régner entre les acteurs. Et je l'ai dit, quand on essaie de reculer un tout petit peu en arrière, la façon dont nous avons obtenu cet accord nous prouve déjà à suffisance que sa mise en œuvre va être très très difficile et très compliquée. Ceci étant, à mon avis, il faut essayer de renouer la confiance entre les acteurs. Ça, c'est le rôle de la médiation. Deuxièmement, il faut brandir la responsabilité de la communauté internationale. Que ceux qui tout groupe ou bien tout ce qui se mettrait en porte-à-faux avec le processus doit subir des sanctions comme il a été prévu dans le cadre de la résolution. Parce que ce sont ces mêmes pressions qui les ont poussés à signer l'accord. On a passé pas mal de temps après la signature de l'accord par Bamako afin que les groupes armés puissent l'adhérer. Et donc, déjà, nous avons peiné à avoir leur confiance. On va également peiner à avoir leur confiance dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. C'est évident. Mais avec la responsabilité de la communauté internationale, je pense qu'on peut aller, l'accord peut être sauvé. Alors, Boubacar Bokoum, cette confiance, comment la rétablir aujourd'hui entre les acteurs? Non, je pense que je vais dans la même dynamique que le camarade. Parce qu'en réalité, vous savez, il n'y a pas de problème majeur. Les enjeux qui existent entre ces différents groupements, c'est différent de la réalité de la société civile. Parce que simplement, c'est des caciques narcotrafiquants qui sont là, qui aujourd'hui ne s'entendent pas sur comment partager l'espace. Il s'agit de ça. Maintenant, dans le fond, les gens ils sont d'accord. Quelles que soient les différences ethniques et tout ça, on peut se mettre d'accord. Comme il l'a dit, si aujourd'hui la communauté internationale décide d'aider le Mali, très franchement, parce qu'en réalité, quand on me dit qu'il faut des avions pour l'amunissement, pour renforcer la capacité de l'amunissement, mais pourquoi ne pas avoir des avions pour le Mali? Pourquoi ne pas renforcer les capacités de l'armée malienne? Pourquoi ne pas aider les femmes à être déployées? Comme Serge vient de le dire tout à l'heure, il n'est pas normal que l'armée malienne ne soit pas présente à un quelconque point du territoire national. Ça a aussi signifié que le Mali est dans une situation assez spécifique. Mais quand il parle de la densité de la population, je suis entièrement d'accord qu'on ne peut pas sécuriser... Je parle de la complexité de la crise. Oui, la complexité de la crise, c'est l'opinion, c'est les Nations Unies qui ont la clé en réalité. Parce qu'en fait, quand vous prenez la complexité de la crise, quand on prend... Les Nations Unies n'ont pas forcément la clé de l'aspect terroriste, par exemple. Mais bien sûr qu'ils l'ont. Dès lors qu'ils ont des drones, ils ont la possibilité de contrôler le nord. Mais la France aussi a des drones, les États-Unis ont des drones, mais cela ne fait pas disparaître le terrorisme. Non, quelques soubresauts, oui. Mais l'insécurité fondamentale, on la maîtrise. Maintenant, les trucs résiduels, attaquer un cachère ou par-ci, par-là, il n'y a pas de sécurité parfaite. Les failles sont toujours là, les gens peuvent s'engouffrer. Cela est réel. Alors, on a vu 2 semaines totalement sanglantes pour les forces armées maliennes. Quand vous dites résiduel, on a vu près d'une 40aine de militaires qui ont été tués. Oui. Ce n'est pas du banditisme résiduel. Non, c'est du banditisme résiduel, mais malheureusement, notre armée aujourd'hui n'est pas suffisamment prête pour faire face à cette situation d'insécurité en réalité. Donc vous optez pour l'option réarmer l'armée malienne? Bien sûr, parce que de toutes les façons, il faut un jour que l'amunissement parte et que c'est l'armée malienne qui va assurer la sécurité du Mali. Donc il faut qu'on ait l'armée malienne à côté de l'amunissement en attendant que l'amunissement se retire. Nous allons observer une courte pause et nous reprendrons le cours de cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org ou notre page Facebook Studio Tamani. Alors, comment aujourd'hui rétablir la sécurité dans cette zone aujourd'hui sujette à de nombreuses convoitises donc nous parlons donc d'ANEFIS. Aujourd'hui, comment est-ce que la médiation va devoir trouver un consensus et quel consensus trouver pour la gestion de ANEFIS? Est-ce que ANEFIS va ressembler à MENACA, Serge Daniel? Je ne sais pas. Moi, j'avais une crainte. En revanche, j'ai vraiment une crainte que ANEFIS est vraiment stratégique. À l'époque où les islamistes avaient pris le contrôle du nord du Mali, vous vous souvenez que quand ils ont voulu prendre Kidal, c'est qu'ils ont pris d'abord, après Tessalit, ils ont pris ANEFIS, parce que c'est une localité stratégique, donc ils ont coupé Gao de Kidal. Donc, qui tient ANEFIS, c'est quand même quelque chose de capital. Qui tient ANEFIS aujourd'hui contrôle, j'ai entendu, je crois que c'est M. Bokoum qui le disait, c'est l'autre enjeu de la crise, contrôle les routes de trafic là-bas, parce que vous savez qu'il pleut beaucoup, énormément dans le nord du Mali actuellement, il n'y a pas beaucoup de routes. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer. J'espère que ça va se terminer assez rapidement. Vous savez que le président de la République est à Alger, et que très probablement qu'ils vont parler de la situation. C'est de trouver une solution où il n'y a ni vainqueur ni vaincu, à mon avis. Retrait ou pas retrait coordonné du Gatia, arrivée de la MINUSMA sur place, et que cette zone soit peut-être démilitarisée. C'est une sorte de une solution de sortie de crise qu'on peut avoir. Mais si on ne règle pas vite le problème, puisque vous l'avez appris du côté de Kidal, il y a eu un renfort qui est venu de la Libye, des pays voisins, ils sont surarmés. Et de l'autre côté, c'est ce que j'ai toujours dit, j'ai dit attention, le Gatia, réduire le Gatia à une milice gouvernementale, c'est très réducteur parce que c'est une armée puissante et donc eux aussi sont en train de renforcer leur position. Vous avez des trafiquants qui sont dans quelques groupes. Donc la situation est quand même explosive et qu'on puisse trouver, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais j'espère que très rapidement on va s'en sortir et que le calme reviendra dans cette localité. Sinon, vous allez avoir plusieurs autres petits ANEFIS parce que si ça commence là-bas, ça va commencer ailleurs et on va reculer au lieu d'avancer dans le processus de paix. Alors, juste cette question avant de vous lâcher et passer la parole aux autres intervenants, Serge, est-ce que vous pensez que la médiation est assez organisée? On voit qu'à chaque petit problème, il y a un blocage et on ne sait pas quand ça se termine. Mon point de vue, c'est que la médiation n'est pas bien organisée. C'est-à-dire que le comité de suivi de l'accord d'Alger dirigé par l'Algérie, certains ne sont pas d'accord. Ensuite, vous avez quand même les 5 membres du conseil permanent du Conseil de sécurité qui sont membres de c'est un petit machin. Quelqu'un parlait de gros machin tout à l'heure. Mon sentiment, c'est que le comité de suivi est un petit machin où ça va dans tous les sens, où on n'est pas organisé. Vous savez qu'il y a des groupes qui ne sont pas représentés, des groupes armés qui ne sont pas représentés au sein du comité. Ils avaient trouvé une solution hier, c'est-à-dire de faire des invités du comité au sein du comité de suivi. Mais ça ne fonctionne pas, Et là aussi, si quelqu'un parlait tout à l'heure des enjeux, le nord du Mali est devenu un enjeu international. Vous avez des puissances qui se règlent des comptes à l'intérieur du nord du Mali. Là aussi, il faut donner un coup de fouet pour que ça puisse fonctionner. Merci beaucoup, Serge. Alors, cette question, Siaka Teblé, est-ce que la médiation est organisée? Est-ce qu'elle peut faire face à cette crise? À ce stade, on peut dire que la médiation n'est pas suffisamment organisée. Mais ce qui est à craindre, c'est que cette inorganisation c'est pas aux civils maliens de payer le prix de cette inorganisation. C'est à cela que j'appelle au sens élevé des responsabilités de la communauté internationale. Les intérêts au sein de ce groupe-là, cette dernière a parlé des membres permanents, il y a de l'autre côté les pays frontaliers, il y a l'Algérie, il y a les intérêts divergent au sein de ces groupes. Et tant qu'on n'essaye pas de surpasser nos intérêts particulier et d'aller vers un intérêt commun, à savoir, parce que je serais naïf aujourd'hui de croire que la France est là quand même pour la protection des civils maliens, mais même si c'est le cas, je me dis que c'est par ricochet. Il y a toujours des intérêts qui sont à l'intérêt, mais à ce stade,
au moment où la paix et la sécurité internationale et la paix et la sécurité sont menacées, il faut savoir surpasser ses intérêts divergents et faire face à un intérêt commun qui est la paix. Alors aujourd'hui, l'organisation au sein même de la médiation doit poser question. Boubacar Bokoum, qu'est-ce que vous pensez de cette médiation? Non, je pense que cette médiation, elle est inorganisée dès lors que la MINUSMA elle-même ne parvient pas à nous dire quel est réellement leur mandat. Parce qu'il y a un problème. C'est-à-dire entre ce que la MINUSMA dit et ce qu'elle fait. Oui, mais au-delà de la MINUSMA, il y a l'Union européenne qui est partenaire au développement, il y a également l'Algérie, il y a l'Union africaine, il y a les États-Unis. Je parle de la MINUSMA, je reviens toujours à la même chose. Pour moi, c'est le grand machin, de toutes les façons. C'est les Nations Unies. Donc, tous ces États dont vous parlez, effectivement, sont représentés au niveau des Nations Unies et c'est eux qui ont concouru à la résolution à laquelle Chaka faisait allusion tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est toujours les Nations Unies qui ont la clé. Donc, s'ils s'impliquent réellement, il n'y a aucun problème. Oui, mais à partir du moment où l'Algérie est chef de file donc de cette médiation, est-ce que de ce comité de suivi, est-ce que on ne peut pas imputer la responsabilité à l'Algérie? Non, l'Algérie ne maîtrise pas totalement tous les contours du problème malien. C'est quand même un pays stratégique. Oui, d'accord. C'est vrai qu'au plan sécuritaire, c'est un point de repli. On les a même soupçonnés d'entraîner, d'être la base arrière de cette rébellion. Mais en réalité, l'Algérie ne maîtrise pas tous les contours du problème malien. Oui, mais quand vous regardez tous les contours, quels contours par exemple? Quand vous regardez au niveau du comité de suivi tout de suite, vous voyez qu'il y a certains groupes qui ne sont pas représentés, comme vient de le dire Serge Daniel tout à l'heure. Mais comment vous pouvez comprendre que nous, État du Mali, qui avions été trahis par certaines parties de la population malienne, que je peux considérer entre guillemets des apatrides, qui ont pris les armes contre le Mali, nous acceptons de nous mettre sur la même table qu'eux pour négocier. Et au sein de ces groupes, une partie dit non, un tel ne sera pas dans le comité de suivi. Mais il y a de la mauvaise foi. Mais qu'est-ce que la communauté internationale attend pour dire à la CEMA d'arrêter? Et qu'on intègre tout le monde, et que tout le monde soit représenté au même pied d'égalité, et qu'on puisse discuter réellement des problèmes de fond. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut revenir à cette idée de base évoquée par le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, à l'époque, qui a plaidé devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Serge Daniel, pour la création d'une force urgente d'intervention? Est-ce qu'il faut revenir à cette force, créer cette force aujourd'hui pour faciliter l'application du processus? Moi, c'est mon point de vue. Il faut pouvoir créer cette force. Si on n'arrive pas à créer cette force, on ne pourra pas s'en sortir. Parce que le problème du terrorisme, vous avez quand même, à côté du terrorisme, vous avez des trafics. Parce que je dis généralement que le nord du Mali, c'est une zone d'illégalité. Vous avez une locomotive qui s'appelle l'illégalité, et puis vous avez des wagons. Vous avez des wagons de trafic d'armes, wagons de trafic de monnaie, wagons de contrebandiers, ils font des cigarettes, wagons de trafic de drogue, de cocaïne, etc. Donc, si vous voulez lutter contre les terroristes sur le terrain, et si vous n'avez pas une équipe mobile, souple, rapide, dynamique, qui peut lutter à la fois contre le terrorisme, mais en même temps contre les trafiquants de drogue, parce qu'on connaît les routes, si vous les trafiquants d'armes, parce qu'on connaît les routes. Aujourd'hui, dans le nord du Mali, lorsque vous avez un pick-up de cocaïne, ça vous rapporte l'équivalent de 40 pick-up de cannabis. Donc les gens préfèrent faire le trafic de cocaïne que de la drogue. Donc mais on sait où ils ont le véhicule, on sait où est-ce qu'ils ont l'essence, le carburant, etc. Donc effectivement, il faut une force rapide pour pouvoir lutter contre ce trafic. Ça va permettre aux autres de se déconnecter de cela et d'aller dans le processus de paix. Mais si vous voyez des gens, le matin, ils sont trafiquants de drogue. Le soir, à midi, ils sont trafiquants d'essence. Le soir ou la nuit, ils sont trafiquants d'autres choses. On ne pourra pas, à mon avis, avancer dans le... C'est une question de volonté de l'ONU, à mon avis, des pays étrangers du monde entier, parce que ce qui se passe au nord du Mali intéresse le monde entier. Les terroristes quittent le nord du Mali pour aller en Europe. Les trafiquants d'êtres humains quittent le nord du Mali pour aller au Niger, pour aller en Méditerranée. Et donc, effectivement, je suis pour la création de cette force-là. Mais je suis persuadé, de notre côté, j'en aurais terminé, qu'il y a plutôt un manque de volonté. Les gens n'ont pas la volonté, ils ne veulent pas le faire. Ils ont des raisons qu'on ne connaît pas, ou
plutôt une question de géopolitique, d'intérêt. J'ai entendu quelqu'un le dire tout à l'heure, je partage totalement ce point de vue. Mais tant qu'on ne va pas créer cette force pour lutter contre les terroristes, parce qu'ils sont encore sur le terrain, et vous voyez que les actions semblent être coordonnées, ou du moins que les terroristes, ils ont arrêté depuis qu'il y a eu cette histoire d'Anéfis. Ils font plus la guérilla, ils ne posent plus de mine, un peu comme s'ils attendaient leur heure. Est-ce que vous voyez? Merci. Donc, effectivement, il faut cette force-là. Merci beaucoup, Serge. Alors, une idée sur la création de cette force Siaka Tebele, analyse politique. Ok, et dans le même sens que Serge Daniel, je vais dire que c'est une très bonne chose qu'il y ait cette force. Mais moi, mon inquiétude se trouve au niveau de l'opérationnalisation de cette force. Déjà, nous avons une résolution où l'administration n'a pas pu s'acquitter de tout ce qui est dit dans cette résolution. Je me pose la question de savoir, est-ce que même si aujourd'hui on partait dans le sens de la création d'une force, il y aura une opérationnalisation parfaite sur le terrain? Est-ce qu'il n'y aura pas encore, de même que nous voyons avec la résolution 22-27, est-ce qu'il n'y aura pas encore une sorte de retrait de la force sur le terrain en fonction par rapport à la nouvelle résolution qui sera prise pour l'intervention de cette force? Donc vous craignez que cette force ne soit réduite encore et encore? Je me dis que cette force-là sera handicapée dans le cadre de ces opérations, comme nous le voyons avec cette résolution que nous avons déjà. Sinon, pourquoi déjà, avec cette résolution, ils ne parviennent pas à s'acquitter réellement des devoirs qui est les siens dans le cadre de cette résolution? D'accord. Alors, merci beaucoup, Siaka Tebele, analyste politique. Boubacar Bokoum, vous également, vous êtes analyste politique. Votre idée sur cette force pour laquelle le ministre Abdoulaye Diop a plaidé en son temps devant le Conseil de sécurité pour sa création au Mali? Je pense que c'est une très belle approche parce que, vous savez, quand on a une grosse machine comme l'aménagement, la logistique, la gestion, elle est lourde. Mais quand vous avez une unité flexible qui a des missions précises, par exemple, je prends un exemple. On détecte par un satellite, par exemple, que vous avez un dépôt de carburant caché sous le sable à tel point. Un peu à l'image de la force Barkhane. Mais bien sûr. Donc, il s'agit de faire des unités. Barkhane, c'est trop large parce que c'est tout le Sahel. Il s'agit maintenant de cibler des zones stratégiques et aller faire des opérations ponctuelles à ces points pour déstabiliser les mouvements, les fragiliser et les couper, les vivres. C'est de ça qu'il s'agit. Mais également contraindre les acteurs à respecter les clauses du processus de paix. Oui, vous savez, dès lors que les vivres sont coupés et qu'on a barré la route de la drogue, les enjeux s'amoindrissent. Mais quand vous voyez aujourd'hui que les gens sont enclins à aller, à monter les enchères, à faire du chantage, c'est parce qu'ils ont le carburant, parce qu'ils ont encore accès à la drogue, parce qu'ils ont encore leur force intacte. Mais une fois qu'ils sont fragilisés par rapport à cet approvisionnement et que toutes les retraites sont coupées, ils vont être obligés d'aller à l'acceptation des conditions qui vont être édictées par l'aménagement ou bien les Nations Unies. Merci. Donc c'est un problème de volonté politique. Une fois que les Nations Unies voudront bien nous accompagner sérieusement et très sérieusement, je pense qu'il n'y a aucun problème, ça va marcher. Merci beaucoup Boubacar Bokoum, analyste politique, Siaka Tebele Doumbia, analyste politique également. Serge Daniel était au téléphone. Merci à vous messieurs pour votre disponibilité. Il est journaliste spécialiste des questions terroristes. Moi je suis Famoussa Sidibé, Nouhoumdire était à la technique, Peting Diara à la régie vidéo. Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenni Biro. Halud Mauni. Shenni Biri. Sigi Kafoba.